Bonjour, notre cours d'aujourd'hui parle de l'hypertension artérielle. La pression artérielle est la force que le courant sanguin exerce sur la paroi des artères. Elle varie au cours de la journée. Elle s'abaisse pendant le sommeil et le repos et remonte au cours des activités de toute nature au cours de la journée. Elle peut atteindre des niveaux élevés en cas d'exercice physique, de chaleur intense, un choc émotionnel. L'hypertension artérielle donc est une exagération de cet état de tension de la paroi artérielle qui a pour conséquence l'augmentation de la pression sanguine à l'intérieur du vaisseau. Elle se définit barométriquement, donc en termes de pression, par une pression artérielle systolique qui est supérieure à 140 mm de mercure et grossièrement supérieure à 90 mm de mercure au minimum par de prise qu'on va détailler dans ce tableau. Donc, selon la classification suisse d'hypertension artérielle, les classes, on a systolique et diastolique optimale, inférieure à 88 pour systolique et diastolique, normale entre 120 et 129 pour la systolique, une diastolique comprise entre 80 et 84, une normale entre 130 et 139, une diastolique entre 85 et 89, euh, les stades d'HTA au stade 1 légère, 140 à 159, euh, pour une diastolique de 90 à 99, un stade 2 qui est modéré entre 160 et 179, pour une diastolique entre 100 et 109, un stade 3 sévère supérieur ou égal à 180 pour une systolique et pour une diastolique supérieure ou égale à 110. On peut avoir une tension artérielle systolique isolée quand elle est supérieure à 140. L'hypertension artérielle constitue un facteur de risque majeur cardiovasculaire et rénal. Elle touche près d'un tiers de la population mondiale. Les corollaires d'autres pathologies en comorbidité tels que le diabète, 14% des hypertendus sont des diabétiques, alors que 2 tiers des diabétiques sont des hypertendus. Elle est aussi corrélée à 60% de malades obèses. La prise de la tension artérielle est révélée en général au cours d'une visite de médecine du travail. La découverte de cette maladie est fortuite par hasard au cours d'une visite médicale. Le patient découvre qu'il est hypertendu. Pour la femme enceinte, durant son suivi, une prise de tension artérielle est faite. Alors, elle est déclarée hypertendue, soit l'HTA, une HTA de grossesse ou une HTA qui serait suivie au plus tard pour une pathologie chronique. Les signes évocateurs d'une HTA, donc pour les malades qui consultent pour des signes, c'est surtout des céphalées, un bourdonnement de l'oreille, des prolacuries, un épistaxis. La maladie tensionnelle est aussi découverte lors de ces complications, telles les complications neurologiques, par exemple un AVC, où on découvre la maladie par hasard, ou une maladie cardiaque, par exemple l'HVG, découverte lors d'une échographie qui nous oriente vers le diagnostic d'HTA, ou complications rénales, une insuffisance rénale de type terminal ou pré-terminal nous oriente vers une exploration d'une éventuelle HTA associée plus ou moins à d'autres facteurs de comorbidité tels que le diabète. Le diagnostic repose sur une prise correcte de la tension artérielle. Cette prise doit respecter certaines règles avec un appareil homologué, avec un brassard de type confort pour les patients obèses, ou un petit brassard pour les enfants. Le patient en position couchée ou assise depuis plusieurs minutes avec une position correcte du bras. Le brassard mesure doit être au niveau du cœur, à ne pas négliger le phénomène de la blouse blanche. Les autres moyens qui sont actuellement conseillés, c'est surtout la MAPA, c'est la mesure en ambulatoire de la pression artérielle d'un appareil électronique. C'est un boîtier relié à un brassard qui se déclenche d'une manière automatique plusieurs fois au cours de la journée, au cours de l'effort, aussi au cours du repos, aussi au cours du sommeil. On a
aussi l'automesure où le malade, avec un appareil de prise de tension artérielle homologué, il prend sa tension artérielle 2 fois, 3 fois par jour. Il la note sur un carnet pour enregistrer ses pressions. Il les remet au médecin qui va décider de la nature du traitement à suivre. Donc, on a deux manières différentes de prendre ou de juger si le patient est hypertendu. C'est l'automesure, la MAPA, c'est la mesure ambulatoire de la pression artérielle par un appareil homologué. Aussi, la mesure au niveau du cabinet du médecin, à ne pas négliger dans ce cas le phénomène blouse blanche. Pour l'éliminer, c'est surtout la MAPA. La MAPA est conseillée surtout en cas de suspicion d'une HTA de type blouse blanche pour confirmer une HTA réfractaire lors des mesures au cabinet. En cas de recherche d'une HTA masquée avec l'association d'atteinte organe cible, la labilité de la pression artérielle, l'évaluation et suivi de l'efficacité du traitement antihypertenseur. Par exemple, on utilise un hypertenseur, mais on doute de son efficacité. Donc, on fait la MAPA pour avoir une idée sur les tensions artérielles durant le sommeil ou durant l'effort. Pour la recherche aussi d'une hypotension et en cas de grossesse. Donc, la pression artérielle doit être au cabinet inférieur à 14,9. C'est la définition dont on a parlé au début, dont on mesure dans ce qui doit être inférieur à 135 et à 85 mm de mercure. La MAPA, donc jour et nuit, inférieur à 125 et 80 mm de mercure. Donc elle est légèrement inférieure à l'automesure et vraiment inférieure à la prise au cabinet. Au jour, inférieure à 135 et à 85 mm de mercure. La nuit, avec des chiffres supérieurs à 10% des valeurs diurnes. Le bilan initial qu'on recherche lors d'une HTA, c'est les facteurs de risque associés, atteinte des organes vitaux, atteinte cardiaque, rénale ou l'examen ophtalmique pour recherche d'atteinte rétinienne. Un décollement rétinien, par exemple, détecté au fond d'œil. Donc, ne pas méconnaître aussi l'HTA secondaire. Donc, secondaire à une autre pathologie, c'est pas l'HTA essentiel. Donc, l'examen clinique doit rechercher un retentissement cardiovasculaire, une insuffisance cardiaque. Par exemple, c'est la dilatation cardiaque, hypertrophie. En général, lors de la découverte de l'hypertension artérielle, l'HPG, c'est un signe évocateur à l'ECG et à l'échographie. Une insuffisance coronarienne secondaire, surtout lors de l'évolution de l'HTA à long terme. Un retentissement neurologique, la survenue d'accidents vasculaires transitoires et signes d'AVC. Un retentissement rénal qui peut aller jusqu'à l'insuffisance rénale. Un bilan complémentaire minimum doit être demandé, une glycémie à jeun, un bilan lipidique, une calémie, une créatinine, donc pour mesurer la fonction rénale et le retentissement de l'HTA sur le rein. Un ECG, une radiographie des poumons pour voir la silhouette cardiaque, un éventuel retentissement sur la vascularisation pulmonaire, un fond d'œil, surtout en cas d'HTA sévère, donc la diminution visuelle, donc qui nous oriente vers une HTA compliquée d'un diabète ou l'inverse. L'enquête étiologique représente une étape fondamentale de l'examen de l'hypertendu en recherche d'une étiologie. Donc, c'est le diagnostic étiologique est le plus souvent négatif. Donc, c'est ce qu'on appelle l'HTA. C'est l'HTA primaire qui n'est pas secondaire à une autre pathologie. On a comme cause de l'HTA la coarctation de l'aorte. Il s'agit d'une sténose congénitale de l'isthme aortique. Comme on voit dans l'image, c'est la coarctation de l'aorte. On a là les vaisseaux du cou, c'est le tronc artériel brachiocéphalique. Après ce tronc artériel, l'aorte se rétrécit. C'est une maladie congénitale. Dans ce type d'HTA, on a une évolution des poux fémoraux.
Cette pathologie est en général découverte lors de l'enfance. Les causes rénales, il existe 5 causes principales. C'est la glomérulopathie, souvent une complication du diabète, une polykystose rénale, une pyélonéphrite chronique. Les causes favorisantes, c'est la lithiase rénale, les malformations de l'appareil urinaire et le reflux vésical. Le diabète favorise les infections urinaires. La tuberculose urogénitale, les anomalies des artères rénales. Les autres causes surrénaliennes, c'est les phéochromocytomes. C'est un genre de tumeur udulo-surrénalienne qui provoque une sécrétion d'adrénaline ou une HTA secondaire à des crises douloureuses abdominales avec des sueurs et des céphalées pulsatiles. Une tachycardie nous oriente vers cette étiologie. Le diagnostic repose sur la pose le dosage des catécholamines au niveau des urines et sur l'échographie abdominale qui montre une grande glande surrénale. Le syndrome de Cushing qui accompagne une HTA, c'est l'obésité facio-tronculaire, donc en plus des vergetures, diabète et ostéoporose. Notre cause de l'HTA, le saturnisme, c'est l'intoxication en plomb, certains médicaments comme les corticoïdes, la prise de réglisse et en cas de grossesse. Revenons au traitement de l'HTA. L'objectif essentiel du traitement est de diminuer la mortalité et la morbidité. Un traitement bien suivi permet de réduire de 40% de l'incidence des AVC, de 20% de la maladie coronarienne et de 20% de l'incidence cardiaque. Le traitement, donc, avec le but est de diminuer les pressions, moins de 140 et moins 90 mm de mercure. Les règles hygiéno-diététiques, c'est une partie importante de notre traitement. Ce n'est pas que la prise médicamenteuse. Le patient doit s'armer par une, une multitude d'éléments hygiéno-diététiques, surtout l'activité physique, l'arrêt du tabac et des boissons alcoolisées, la réduction du poids, de l'obésité, de la surcharge pondérale, descendre l'index de masse corporelle qui doit diminuer qui doit être inférieur à 25, la pratique d'une activité physique régulière de 30 minutes de marche 3 fois par semaine, un régime peu salé, donc diminution du sel, un régime alimentaire riche en fruits et légumes et pauvre en graisse. Donc le régime, c'est le régime méditerranéen, riche en légumes et en fruits avec diminution du sel et du sucre, abolition de l'alcool et du tabac. Le traitement médicamenteux lors de l'échec des mesures hygiéno-diététiques ou lors d'une découverte d'une HTA compliquée d'emblée ou sévère, les diurétiques ont montré leur efficacité. C'était le traitement de choix de l'HTA débuté en première intention et ils peuvent entraîner des troubles hydroélectrolytiques, d'où nécessité de surveillance de calémie, de natrémie. Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion qui constituent une classe thérapeutique efficace avec un effet protecteur sur le cœur et indiqué en cas de grossesse et allaitement. Les bêta-bloquants, ils sont utilisés depuis une cinquantaine d'années, ils entraînent beaucoup d'effets secondaires. Les antihypertenseurs centraux, ils ont rendu beaucoup de services actuellement. Ils sont peu utilisés à cause des effets secondaires. Les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2 qui ont une bonne efficacité et une bonne tolérance. Ils sont contre-indiqués en cas de grossesse et allaitement. Les indications peuvent être mesurées dans le tableau suivant. Tension artérielle normale. Donc, notre attitude serait une poursuite du contrôle tensionnel mensuel, absence d'antihypertenseur en cas d'absence d'une protéinurie. Hypertension artérielle asymptomatique, l'introduction d'un anti-hypertenseur privilégié, IEC voire 2 en cas de protéinurie supérieure à 1 g par 24 heures, poursuite du contrôle tensionnel mensuel. L'hypertension artérielle symptomatique, l'introduction d'un anti-hypertenseur, le plus souvent d'emblée, bithérapie, contrôle tensionnel intensifié hebdomadaire jusqu'à disparition des symptômes.
suspicion des complications de l'hypertension artérielle, arrêt du traitement et avis spécialisé. En cas d'urgence hypertensive, arrêt du traitement et hospitalisation en urgence. Les complications de l'HTA se résument dans cette figuration, c'est les AVC, les dommages vasculaires et plaques d'athérome sur l'œil, c'est la cécité, pour le cœur, c'est la défaillance cardiaque et pour le rein, l'insuffisance rénale. Je vous remercie.